Donc, je vous présente mon travail doctoral sur l'intégration d'un dispositif de validation mutuelle. En fait, cette recherche, elle a une particularité, c'est que c'est une recherche-intervention. Et de fait, elle cherche à la fois à produire de la connaissance, mais aussi à agir sur les pratiques. Donc, pour le comprendre, il faut identifier le cadre et le dispositif que l'on propose. Nous pensons que le problème vient du paradoxe de l'autonomie. C'est-à-dire que les élèves, pour s'engager dans l'apprentissage, ils ont besoin d'être autonomes et autodéterminés. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Alors, ce paradoxe de l'autonomie, eh bien, un enseignant, il le vit aussi. On aime avoir des élèves autonomes. Mais en même temps, on a envie de se sentir utile, parfois même un peu au centre de l'attention. Donc, il existe des moyens de sortir un peu de la forme scolaire. Je vais vous raconter mon expérience personnelle d'enseignant qui est à la base de ce travail. L'aventure de la validation mutuelle des compétences commence il y a une vingtaine d'années avec les arbres de connaissances de Michel Autier et Pierre Lévy, où tout tourne autour d'un brevet. C'est une épreuve que les élèves peuvent passer pour démontrer leur maîtrise d'une compétence. Alors, quand ils pensent savoir la matière, eh bien, ils viennent vers l'enseignant et puis ils demandent à passer le brevet, qu'on appelle maintenant plutôt un défi. Et puis une fois qu'ils ont réussi ce défi, eh bien, ils ont le statut d'expert. Alors, ils vont après aider leurs camarades, mais ils vont aussi valider les défis et en créer eux-mêmes. Alors, eh bien, ils vont s'investir dans l'expectative d'enseigner à leurs camarades. C'est l'enseignement mutuel. Comme le dit Joubert, à qui j'ai emprunté la citation « Enseigner, c'est apprendre deux fois ». Ou alors, comme le disent mes élèves, quand on arrive à expliquer, c'est qu'on a bien compris. Alors, pour organiser ces échanges, j'ai commencé par créer un arbre en fond de classe, en papier. J'ai découpé les différentes compétences de mathématiques, puisque je suis prof de maths. Et puis, les élèves qui réussissaient le défi, qui maîtrisaient une compétence, ils allaient en fait coller leurs étiquettes, leurs photos. C'était valorisant. Et puis, ça leur donnait aussi une vision méta sur ce qu'ils maîtrisent et puis sur ce qu'ils devaient encore travailler. Et lorsqu'on cherchait de l'aide, eh ben, on trouve facilement les experts qui sont là pour aider. Alors, ça fonctionnait bien tant qu'on restait dans la classe. Mais lorsqu'on a voulu sortir des murs et apporter peut-être de l'information plus complète, eh bien, le numérique est apparu comme une solution nécessaire. Alors, voici l'arbre sur la plateforme Skilly avec un élève, avec les compétences qu'il maîtrise, où il est expert, et puis les compétences qu'il doit encore travailler. Quand on clique sur une compétence, on arrive sur son contenu, avec des objectifs, des tâches que l'élève peut cocher au fur et à mesure, et puis surtout le défi qu'il va devoir réaliser. Alors il y a une place pour mettre des ressources, de l'aide, et on trouve également les experts si on a besoin d'aide. Alors s'ensuit la partie intéressante où justement il va y avoir l'échange. Là on voit que j'ai validé un certain nombre de défis et puis parfois je le refuse. C'est là que c'est intéressant, c'est que justement je vais devoir accompagner l'élève pour voir où sont les difficultés pour pouvoir le faire réussir. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai des élèves qui s'investissent dans une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire que là, on voit une élève qui est en train de corriger un défi qu'elle a elle-même préparé. Eh bien, c'est sur la matière qu'ils se concentrent. Et ce qu'ils aiment surtout, c'est de pouvoir échanger. Surtout les filles, d'ailleurs. Pour illustrer ce que l'enseignant en retire, je donne la parole à un des intervenants de notre recherche. Là, on est dans du vrai, quoi. Là, on est dans de l'authentique. Le gars, bon, il a compris les bases, mais là, il est vraiment dans les blooms au-dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. L'outil, vraiment correctement utilisé, il est magique. Voilà. Ce ressenti-là que j'ai eu, j'aimerais bien le partager davantage avec mon collègue. Alors, moi aussi, j'ai envie de le partager. Mais lorsque je proposais à mes collègues intéressés de les accompagner, voici ce qu'ils me répondaient. « Ah, ça a l'air super, mais pas avec cette classe. » Ou alors, « Il y a trop cette année, peut-être l'année prochaine. »
En fait, le problème, il semble venir du cadre, des élèves difficiles, une certaine pénibilité du travail qui a été largement débattue dans la littérature. Perrault parle de stresseurs du quotidien, Barrère d'un certain malaise des enseignants, qui ne serait d'ailleurs pas étranger au problème d'accountability, c'est-à-dire cette nécessité de tout mesurer, tester, sélectionner, qui finalement nous éloigne de la fonction première éducative de l'école. Alors pour comprendre le sens de notre intervention, je vous propose quelques points méthodologiques. Donc dans l'esprit de la deuxième école de Chicago, nous pensons qu'il n'y a pas de déterminisme du contexte, mais que ce sont les individus qui sont à l'origine des phénomènes sociaux. Et comme le dit Rigutor, si les hommes définissent leur situation comme réelle, elles sont réelles dans leurs conséquences. Et inspirés par la psychologie positive, nous voulions interroger en fait cette marge de manœuvre que les enseignants ont d'appliquer les normes, mais aussi peut-être s'émanciper et puis pouvoir s'épanouir. Alors finalement, c'est l'enseignant qui était le centre de notre compréhension du système. Et plus que l'application d'un dispositif ou alors d'une méthode, c'est plutôt justement le changement de posture profond que nous voulions interroger. Pour cela, nous avons suivi la courbe du changement, qu'on appelle aussi J-curve par sa forme, et qui est attribuée à la thérapeute Virginia Satir. On l'appelle aussi le creux d'implémentation. Donc au départ, il y a l'ancienne posture, on enseigne d'une certaine manière, et puis arrive un élément perturbateur. C'est notre dispositif. S'ensuit une résistance normale et saine, où on va se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me lance dans cette aventure? Si on décide de se lancer, on s'attend à une amélioration. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. Et puis on va plutôt perdre le sentiment de contrôle qu'on a l'habitude d'avoir, et on vit ce qu'on appelle un chaos. Des régulations seront donc nécessaires pour articuler le nouveau à l'existant et ensuite former une nouvelle posture. Donc cette courbe du changement, on a décidé de la suivre avec 4 recherches itératives qui suivent en fait la logique de la complexité d'Edgar Morin, qui dit qu'en priorité, il faut s'intéresser à qui profiterait cette innovation. Donc pour ça, on a interrogé 239 enseignants par voie de questionnaire. Et puis ensuite, il faut se poser la question aussi pourquoi, c'est-à-dire dans quel but les enseignants s'engagent ou alors ne s'engagent pas. Et finalement, nous avons été plus en profondeur en suivant les principes de l'action située. Donc pendant une année, on a suivi les classes, on les a filmées, et puis ça a été suivi par des entretiens d'explicitation pour que les enseignants puissent exprimer comment est-ce qu'ils vivaient les choses. Donc notre première recherche, de s'intéresser et de savoir si notre intervention, elle se justifiait et auprès de qui. On pensait notamment que les enseignants n'enseignaient pas tous selon leurs convictions. Alors c'est effectivement ce qu'on a trouvé, avec différents styles. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'est cette partie des enseignants qui est consciente d'être un peu trop directive, trop transmissive, mais qui finalement se résigne pour les questions dont nous avons évoquées précédemment. Donc cette proportion, elle est importante. Il y a 40% de notre recherche d'enseignants qui se désignaient là-dedans. Donc, fort de ce premier résultat, nous avons décidé de proposer un premier changement. Et puis, pour éviter que le chaos soit trop fortement ressenti, on s'est dit, on va proposer des petites modifications progressives. Donc, pendant cette semaine, il ne changeait rien. Puis, au bout de cette semaine, il faisait un petit changement, puis un autre petit changement. Alors, la littérature, c'est assez bien expliqué les intentions, notamment à partir des attitudes, des normes subjectives et du sentiment de contrôle. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de prédire un comportement, voire même de l'expliquer, même si on a quelques informations au niveau des conditions qui peuvent être facilitantes, et puis des habitudes qui, au contraire, sont contraignantes qu'il faut changer. Mais finalement, en fait, on s'est rendu compte, si on avait ces informations-là, on a été très surpris de voir qu'en fait, aucun des enseignants n'a suivi notre proposition. Donc, soit ils avaient tout changé, donc ils ont sauté toutes les étapes, soit au contraire, ils sont restés bloqués à la première étape. Donc finalement, notre proposition ne fonctionnait pas. Et puis, donc, du coup, on a essayé de reprendre la littérature et on a trouvé deux, trois idées autour des dispositions fonctionnelles de Katz, et notamment, justement, autour de ce qu'on appelle les réalités plurielles, c'est-à-dire que chacun a ses propres réalités. Donc, on en a créé notre propre modèle avec 2 axes
Donc un axe qui donne les intentions, soit on vise plutôt la réalisation de soi, l'accomplissement, soit plutôt on va essayer de bien faire et même voir se protéger. Et puis un deuxième axe qui est sur la réaction, les régulations qui seront faites, soit plutôt des régulations réflexives, cognitives, soit au contraire quelque chose de plus impulsif et impulsif. Donc, on a repris tous nos enseignants qu'on a pu placer dans ces différents cadrans. Et si on regarde le premier cadran, donc c'est une réaction rapide. Donc c'est l'enseignant qui a besoin de se protéger et qui se sent donc prisonnier. Donc ça peut arriver effectivement que dans un projet, simplement ça ne lui correspond pas à ce moment-là, il faut juste le laisser partir. L'enseignant qui a plutôt un style braconnier, eh bien c'est l'enseignant qui justement va tout changer. Même qu'il était parti sur quelque chose, il trouve que le projet lui convient parfaitement et il va tout changer. Alors ça ne se fait pas sans problème vis-à-vis du cadre. On l'a entendu tout à l'heure vis-à-vis des collègues, et ça peut poser des difficultés. Et j'ai volontairement repris les termes de bricoleur et braconnier à Njoro, qui dit notamment que le bricoleur, eh bien, il met sa petite touche personnelle à ce qu'on lui propose. Et finalement, c'est ce qu'on attendait de ces enseignants. Ce n'est pas les autres, on s'attendait à avoir que des enseignants ouvriers qui prennent ce qu'on leur propose et puis qui l'adaptent à leur contexte. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas tant, et puis que la plupart des enseignants, eh bien, ils sont dans ce quatrième cadran, qu'on a nommé les enseignants ouvriers. C'est l'enseignant qui fait bien son travail, mais qui va essayer d'appliquer ce qu'on lui propose tel quel. Donc on avait dans les entretiens des questions du genre « Est-ce que je fais juste ? Est-ce que c'est comme il faut ?» Donc il ne prenait finalement que très peu de liberté, et du coup ça ne s'adaptait pas tellement au cadre. Donc la question c'était de se dire « Mais est-ce que ce profil d'ouvrier, on ne pourrait pas le faire évoluer vers un profil un peu plus bricoleur ?» Alors c'est le sens de notre deuxième intervention. Et puis là, on s'est dit, on va essayer de faire le contraire, et puis on va demander un changement radical. Donc on leur a demandé tout changer dès le départ. Alors voici ce qu'on peut en dire avec un exemple d'une des observations qu'on a eues chez nos enseignants. Donc on voit que dans l'activité collective, eh bien, l'enseignant a assez vite changé quand même, parce qu'il n'avait pas autant d'autonomie, les élèves n'avaient pas autant d'autonomie, donc on voit que les 3/4 du temps, déjà à la première observation, eh bien, les élèves ont de l'autonomie, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Mais si on regarde l'activité du maître, finalement au départ, il est quand même très actif, hein, il est là, il fait le job. Et on voit que cette courbe, petit à petit, elle va diminuer, il va être de moins en moins actif. À l'inverse, si on voit les interventions des élèves, donc c'est chaque fois qu'un élève va intervenir vers un autre élève ou vers l'enseignant dans le sens du travail, eh bien on voit que ces interventions, elles augmentent. Et si vous voyez que même qu'il avait beaucoup d'autonomie au départ, finalement les élèves étaient relativement passifs. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau, peut-être d'une manière plus subjective, qu'est-ce que nous a dit cet enseignant? Un premier entretien, il nous dit c'est compliqué parce que j'arrive déjà pas à finir le programme. Puis en plus, j'ai préparé des défis pour mes élèves, donc ils ont dû travailler en plus. Comment est-ce que je vais faire pour faire mon programme? Donc, une préoccupation par rapport à ça. La préoccupation continue, mais cet enseignant va mettre le numérique. Donc, on voit que même qu'on leur demandait un changement radical, ils ne le font pas tout de suite. Hein, il a fallu attendre la semaine 10 pour observer ça. Et là encore, il y a une nouvelle perturbation. Il se dit, mais il y a du matériel, il y a peut-être les élèves qui vont faire des messages qu'il ne faut pas, enfin, voilà, toute une gestion nouvelle. Puis il faut attendre le milieu de l'année pour que finalement l'enseignant nous dise, j'arriverai jamais à faire tout ce que j'avais prévu, mais finalement, ce n'est pas grave. Parce que mes élèves, ils sont investis, ils apprennent, puis ça m'évite de répéter 48 fois pendant 3 semaines les mêmes choses, parce que de toute façon, ils ne s'en rappellent plus. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, on va prendre le temps, ma foi, tant pis si on ne finit pas tout. Et puis, il y a d'ailleurs des défis qui seront faits par les élèves, ce qui pourrait prendre encore plus de temps. Alors, en semaine 26, cet enseignant va encore tester autre chose qu'on n'avait pas demandé, qui n'était pas prévu dans le dispositif, mais va mettre des petits groupes avec un expert qui va expliquer. Donc, il teste des nouveautés, vient une nouvelle préoccupation. Il se rend compte que les élèves, des fois, quand ils s'expliquent, ce n'est pas toujours ça. Ils s'expliquent faux, ils se donnent trop vite la réponse. Voilà. Il n'est pas toujours convaincu par l'efficacité de ce tutorat.
Dans semaine 34, il essaiera encore autre chose, mais surtout ce qu'il nous dit, c'est que finalement, d'habitude, quand il se trompe, eh bien, l'enseignant, quand l'élève se trompe, l'enseignant, eh bien, il corrige tout de suite, puis là, il se dit, non, je laisse plus les élèves être dans l'erreur et puis se corriger entre eux ou se réaliser que ce n'est pas juste. Donc, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Et je donne la parole à une autre enseignante qui conclut là-dessus. Et puis, du coup, moi, je laisse faire aussi. C'est ça, je dirais, en fait, ce qui, même si je ne le pratique pas comme tu proposais en entier, ce que ça m'a ouvert les yeux, c'est d'apprendre à plus déléguer et à faire confiance que ça peut aussi fonctionner comme ça. De ne pas se dire « je dois tout contrôler ». Pas dans le sens « je veux tout contrôler parce que je veux être le chef », mais ça peut bien se passer si tu te mets en retrait aussi. C'est thérapeutique. Alors, c'est pas le même enseignante, la même enseignante sur les deux éléments. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu chez les 6. Donc, on avait un projet, un dispositif. À la fin, on avait 6 dispositifs différents. Mais au départ, le premier entretien, avant de commencer, tous les enseignants nous ont dit moi, ce que j'aimerais bien du dispositif, c'est que mes élèves soient plus autonomes et soient plus motivés. Et puis, finalement, à la fin, ils nous ont tous dit en fait, j'ai appris à lâcher prise puis à faire confiance aux élèves. Donc, il y a un peu ça a bougé par rapport à ces idées-là. Alors, on voit bien, d'après les données qu'on a pu prendre, que effectivement, on n'a pas pu éviter le chaos. Il y a un moment où il y a eu de la perturbation. Mais si on le met en relation avec d'autres éléments, notamment le flow, donc ça, c'est une mesure qu'on a prise, c'est ce qu'on appelle aussi l'expérience autotélique. C'est le moment où on est pris dans une tâche, on est très concentré, donc ça demande un effort, mais en même temps, c'est une tâche plaisante. Donc, on voit 2 pics à 2 moments. Et puis, si on revient sur les interventions des élèves, moi, je vois 2 moments. C'est le moment que j'ai appelé « wow moment ». C'est l'enseignant, il est pris dans sa tâche, il doit gérer, les élèves lui demandent des choses. Il n'a pas le temps trop de réfléchir, mais il est vraiment pris. Puis en même temps, il voit les élèves qui sont là, qui réagissent, qui ont envie de faire. Donc, ça l'encourage à chercher des solutions pour améliorer ça. Alors, toute cette énergie, on ne peut pas être tout le temps comme ça. Et on voit qu'il y a des moments, il va plus se mettre en retrait, il sera peut-être un peu moins pris dans la tâche, avec des moments de routine, mais on voit que pour les interventions des élèves, elles continuent. Donc finalement, pour conclure, si on regarde pour passer à une logique de transformation, il y a quelques points sur lesquels il faut être attentif. En premier lieu, c'est qu'il y a un sentiment, une facilité, de sortir de sa zone de confort, on s'accommode de certaines choses. Prendre des risques, c'est des fois difficile. Donc c'est problème d'accommodation pour aller jusqu'à un comportement. Et puis on a tous des réalités différentes. On a vu ces différents profils, ces différentes dispositions. Et de temps en temps, dans un projet, moi je peux me sentir bien en étant ouvrier ou me sentir prisonnier parce que ça ne me convient pas, etc., etc. Donc il faut prendre en considération que tout le monde n'est pas forcément dans la même posture au même moment. Et puis, donc, a des besoins différents. Et très important, l'attitude, nos intentions, elles se modifient quand on vit les choses. Ce n'est pas l'inverse, c'est pas en changeant les intentions qu'on change les comportements. Donc peut-être, moi, j'ai 2 conseils à donner si on veut être dans une logique de transformation. C'est d'avoir un déclencheur, notamment avec un objectif audacieux pour casser cette homéostasie. Même si on ne l'atteint jamais, même s'il change après coup, il n'y a pas de problème, mais vraiment d'avoir quelque chose un déclencheur. Puis le déclencheur, ça ne suffit pas, il faut maintenir. Et puis ce maintien, je pense qu'il est surtout au niveau de la relation avec les élèves et de la relation, cette dynamique relationnelle que nous avons vue. Donc là, moi, je suis resté dans la classe, évidemment, donc je pense aux élèves, mais après, évidemment, on peut élargir cette question-là.